Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de vieillissement, sachant que je passerai la main, comme on vous l'a indiqué, à Alexis et à Hélène pour plus aller plus avant dans la partie cognitive et physique. Alors, je sais que vous vous posez tous des questions sur le vieillissement. Elles peuvent être variées et diverses. On se demande toujours à quel âge est-on vieux. Il y a longtemps, du temps où la retraite était à 65 ans, on disait c'est à 65 ans. Maintenant, on dit plein d'autres choses. On se demande aussi si on peut vivre longtemps sans être vieux. Ça, c'est une autre problématique. Une question que beaucoup se posent, c'est peut-on vieillir sans être malade? Et puis aussi, c'est important, peut-on préparer son vieillissement? Et est-ce que cette notion de vieillissement en bonne santé, vieillissement réussi, c'est un rêve ou une réalité? Comme nous dit le chat, être vieux, c'est être jeune plus longtemps que les autres. C'est une manière de voir les choses. Alors, en termes de vieillissement, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde parce qu'en France, on a eu le baby-boom après la guerre, et puis les générations qui sont nées à partir de 46, celles du baby-boom, ben, elles deviennent un vrai papy-boom ou mamie-boom, selon le genre. Et on sait qu'en 2022, les plus de 65 ans représentent environ une personne sur cinq dans la population française. Et les plus de 75 ans vont bientôt dépasser 10% de la population. Donc, numériquement, les vieux, si on a envie de les appeler ainsi, sont de plus en plus nombreux. Et c'est une force active. Alors, le vieillissement, c'est quoi? C'est un processus physiologique, avec parfois des pathologies, mais qui s'engage aussi tôt dans la vie et qui s'accompagne souvent d'un déclin dans nos fonctions physiologiques, la respiration, la fonction cardiaque, mais aussi les fonctions physiques ou cognitives dont on parlera. Mais ça ne se passe pas du tout de la même manière chez tout le monde. On a une grande variabilité. Avec l'avancée en âge, on a de manière très factuelle des maladies, qu'on appelle plus souvent des maladies chroniques, parce que quand elles commencent à s'installer, elles restent là. Et puis, conséquence de ces maladies ou du déclin des fonctions, on peut avoir une perte d'autonomie. On ne peut plus s'assumer complètement dans la vie de tous les jours seul. On peut avoir besoin d'aide. Et c'est une problématique importante dans le vieillissement. Et pour une part d'entre nous, un vieillissement en santé peut souvent importer plus qu'une longévité accrue. La longévité étant déjà là, hein, je vous rappelle qu'en France, on est quand même dans un des pays où l'espérance de vie est le plus élevée au monde. Alors, un vieillissement réussi, c'est vraiment une attente sociétale pour maintenir le plus tard possible les capacités, les performances, la qualité de vie et l'autonomie. Et autour de ce mot, vieillissement réussi, il y a eu le développement d'un concept qui, au départ, s'intéressait surtout à des dimensions physiques, psychiques, sociales, impliquant une faible probabilité de survenue d'une maladie chronique, des bonnes capacités intellectuelles et physiques, allant de pair, et c'est un élément important qu'il ne faut jamais oublier, avec un engagement social actif. Et puis petit à petit, comme tous les concepts, il y a eu des évolutions et on a ajouté des critères subjectifs, moins directement mesurables, mais très importants, comme tout ce qu'on peut ressentir en termes de bien-être et aussi dans la capacité qu'on garde ou qu'on ne garde pas, de s'adapter aux changements et qui est très importante au cours du vieillissement. On s'est aussi aperçu qu'il ne fallait pas considérer juste la problématique à partir d'un âge qui n'est d'ailleurs pas fixé, mais plus considérer, pour préparer ce vieillissement, pour mieux le vivre, le parcours de vie global qu'on a et qu'on a quand on commence à avancer en âge, en intégrant toutes nos composantes biologiques, sociales, cliniques, psychologiques, en considérant aussi notre environnement de vie, sachant que tous ces éléments vont interagir tout au long de la vie de chacun d'entre nous. Alors, je suis épidémiologiste, comme on ne vous l'a peut-être pas dit, et comme un épidémiologiste, j'essaye de comprendre les facteurs qui vont influencer
le vieillissement et si ces facteurs sont modifiables, comment les comprendre peut nous amener à mieux vivre le vieillissement, à prévenir le déclin de certaines fonctions, en particulier des fonctions cognitives et physiques, qui sont des problématiques vraiment importantes par rapport à la perte d'autonomie. Alors, on sait que les facteurs de risque peuvent jouer un rôle probablement bien avant qu'on devienne un vieux, un senior ou plus mature. Et il ne faut sûrement pas atteindre 65 ans ou la retraite pour se préoccuper de sa santé. Nos comportements, notre environnement quotidien vont influencer la qualité de notre vieillissement et la survenue de maladies chroniques. Et grâce à Constance, on a une grande opportunité pour décrire une large période de la vie et mieux répondre aux questions que nous nous posons sur le vieillissement. Au tout début de Constance, j'ai été interpellée par un mail adressé par une volontaire qui est peut-être dans l'assistance, qui me disait qui m'avait envoyé un mail directement et qui, après avoir rempli le questionnaire, comme vous pouvez le voir s'afficher, m'indiquait ses caractéristiques, 55 ans, une maman de 78 ans avec une maladie d'Alzheimer, une arrière-grand-mère maternelle qui avait aussi eu des troubles cognitifs, des problèmes d'infection dentaire qui avaient attiré son attention parce qu'à cette époque, on en parlait dans les médias, comme vous voyez régulièrement des scoops relatifs aux démences et à la maladie d'Alzheimer, qui en est une des étiologies principales. Et elle se considérait donc comme exposée au risque à partir des éléments qu'elle avait. La deuxième partie de sa lettre m'indiquait ce qu'elle était. C'était une personne de nationalité étrangère qui avait appris le français à 30 ans, eu des enfants, mais aussi continué à se cultiver, insistant bien sur ce côté important par rapport à l'activité intellectuelle, et qui était prête à fournir des efforts supplémentaires pour maintenir, voire améliorer ce qu'elle appelle, et ce que nous appelons aussi la plasticité neuronale, qui reflète aussi toutes les capacités de nos cerveaux à bien travailler. Et elle souhaitait donc être étudiée sous cet angle pour repousser, j'ai trouvé le terme très joli, les échéances de sa propre vieillesse et, comme vous le faites tous, servir la recherche dans le domaine. Ma réponse a été assez simple. Je lui ai indiqué que c'était difficile de répondre, surtout au cas par cas, mais que nos travaux nous permettent d'identifier ces facteurs qui augmentent ou diminuent la probabilité d'avoir une maladie comme l'Alzheimer. Mais on est en probabilité. Et tous les facteurs qu'on identifie ne sont pas nécessairement utilisables, des facteurs qui seront importants pour chacun d'entre nous. Donc, on essaye de faire la balance entre ces facteurs qui augmentent le risque, dans le cas de cette dame, son histoire familiale, et ceux qui sont susceptibles de le diminuer, comme le fait qu'elle parle de langue, qu'elle a une activité intellectuelle, qu'elle se cultive, peut-être aussi qu'elle a une activité physique régulière, pour citer un autre des facteurs qui est important. Et je lui indiquais, je crois que le lien est présent dans le chat de cette réunion, une petite vidéo destinée aux enfants, mais qui a le mérite d'être très facile d'accès, qui reprenait les conclusions d'un rapport qu'on avait fait sur la question. Donc voilà pour vous situer le contexte vieillissement. On va passer maintenant au contexte Constance. Alors, comme l'a dit Marie, on a travaillé, et quand je dis on était un petit peu nombreux, dès 2003-2004 pour essayer de voir comment aborder le vieillissement dans Constance. Notre mission d'un petit groupe de travail que j'animais, c'était de définir dans les grandes lignes les objectifs de recherche sur cette thématique et de voir quels étaient les outils les plus adaptés dans le contexte des centres d'examen de santé pour recueillir les informations qui n'étaient pas recueillies sur tout le monde et qu'on n'envisageait peut-être pas de recueillir dès l'âge de 20 ans pour compléter tout le corpus, l'ensemble des données auxquelles vous contribuez dans Constance. Alors, on avait réfléchi, donc on a décidé de s'appuyer sur le concept de vieillissement réussi, de peut-être pas travailler
directement en ciblant certaines pathologies. Vous voyez ici un peu les résultats du brainstorming qu'on avait fait. J'ai repris un petit peu tous les mots des comptes rendus. La taille des mots n'est pas liée à leur importance dans ce genre de nuage de mots. Et à partir de cette réflexion, on a cherché à proposer des outils sensibles à l'avancée en âge ou prédicteurs d'événements défavorables liés au vieillissement, tels que les chutes, les hospitalisations, le passage dans un état de dépendance. Alors, on a ajouté des données sur le fonctionnement cognitif et les capacités physiques dans un bilan dédié aux 45 ans et plus, qui va vous être détaillé par Alexis et Hélène. Ce bilan est venu s'ajouter à toutes les données qu'on recueille déjà dans le protocole général sur différents paramètres physiques et biologiques, sur la survenue de maladies, et puis aussi vous retrouvez dans ce petit encadré toutes les questions qu'on a pu vous poser pour savoir quelle est votre activité physique, comment est votre alimentation, quelle a été votre activité professionnelle, tout facteur qui nous intéresse. Enfin, avant de laisser la place pour les premières questions, je veux juste vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé par rapport à ces bilans. Ils ont été proposés aux volontaires de plus de 45 ans dans 17 centres dès 2012, avec une augmentation, une montée en charge dans 21 centres ultérieurement. Plus de 80 000 bilans sont disponibles dans la base de données sur laquelle on travaille déjà, chez des sujets de 45 à 74 ans, en moyenne 58 ans. Un petit peu plus de femmes, un peu plus de 50% avec un niveau supérieur au baccalauréat, et puis déjà 36% de retraités. Alors actuellement, vous pouvez être convoqué pour un deuxième bilan, voire pour certains, les tout premiers, un troisième, mais ces reconvocations, à la fois pour des contraintes pratiques et budgétaires, ne peuvent pas tous vous concerner. Elles ont lieu dans 14 centres et actuellement, dans les fichiers, on a les bilans enregistrés pour plus de 16 000 sujets et il s'est passé environ 5 ans entre vos deux bilans. Donc voilà la situation. Je crois que c'est le temps des questions. J'arrête le partage. Merci beaucoup, Claudine. On a des questions qui concernent la protection des données, mais on va y répondre en fin de webconférence. On a justement une petite partie là-dessus. Sinon, par rapport à la thématique, on a une question. Est-ce qu'il y a des initiatives équivalentes dans d'autres pays sur les recherches sur justement ce vieillissement et ce bilan cognitif et physique? Alors, je vais peut-être répondre selon le cas. Il y a bien sûr d'autres études dans d'autres pays sur le vieillissement, mais la plupart des études sur le vieillissement sont beaucoup des études qui commencent quand on pense qu'on est vieux. On a déjà ce type de travaux avec une étude comme l'étude des trois cités en France. En Angleterre, on a, et on s'est appuyé aussi sur ce type de résultats, des travaux qui ont commencé dès l'âge de 45 ans, l'enquête Whitehall, avec des données cognitives et physiques. Mais avec Constance, on a vraiment un des plus grands échantillons accessibles et puis cette vision très globale avec de multiples projets. Marie, peut-être tu veux compléter? Non, je crois que j'allais dans ton sens, voilà, pour dire qu'effectivement, Constance est actuellement une des plus grosses bases de bilan de la fonction cognitive et physique que vont vous présenter de façon un petit peu plus précise Hélène et Alexis, et qu'on est un des leaders, effectivement, dans les cohortes internationales sur cette thématique. Je ne sais pas si Alexis et Hélène veulent rajouter quelque chose. Non, bah alors s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une autre question assez globale sur l'espérance de vie sans incapacité. Le volontaire qui pose cette question dit qu'elle est de 64 ans chez les hommes et de 66 chez les femmes et s'interroge sur son évolution. Comment évolue cette espérance de vie sans incapacité? On peut essayer de répondre. Ou Alexis, vas-y. Alors, l'espérance de vie sans incapacité, en effet, tend à augmenter. Depuis 2008, on a des chiffres qui montrent qu'elle augmente.
Alors, elle est, comme vous dites, à la naissance, elle est d'environ 65 ans chez les hommes et chez les femmes, mais on peut aussi dire les choses un petit peu différemment. Et on sait, par exemple, qu'à 65 ans, donc des personnes qui ont vécu jusqu'à 65 ans, l'espérance de vie est d'environ 13 ans pour les femmes et 11 ans pour les hommes en 2021. Donc, c'est des chiffres qui sont plus intéressants, en fait, à cet égard. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avec la pandémie, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence parce que la pandémie a pas mal modifié l'espérance de vie. Et donc, quelle va être à partir de maintenant l'espérance de vie? Il y a un peu un point d'interrogation là-dessus pour l'évolution. Alors, on nous demande aussi pourquoi 45 ans pour commencer les tests cognitifs? Ça, c'est une bonne question. On a beaucoup débattu là-dessus, donc Claudine va vous répondre. On a beaucoup débattu là-dessus, et puis il y a eu une publication qui commençait à nous donner des chiffres, on n'en avait pas avant, nous montrant qu'à partir de 45 ans, on commençait à avoir vraiment des différences avec l'âge. Et là, on s'est dit, on parie. Et au vu des premiers résultats, on a eu raison de faire un pari. Mais c'était au début, on avait vraiment prévu de travailler sur un bilan qu'on a appelé senior. Après, on ne savait plus comment l'appeler. On l'a appelé bilan cognitif et fonctionnel parce qu'on est passé à 45 ans. Mais c'est vraiment un pari scientifique. Marie, une question pour toi, plus sur la cohorte en général. Pourquoi il n'y a pas d'agriculteurs et d'agricultrices dans la cohorte? Et aussi, est-ce qu'il y aura un renouvellement des participants à la cohorte? Alors, ne pouvaient être inclus dans la cohorte que les personnes qui étaient affiliées au régime général au sens large, parce que nous appuyons sur les centres d'examen de santé de la sécurité sociale pour faire l'inclusion. Or, ces centres ne sont pas ouverts aux personnes du régime agricole ou des indépendants. Alors, pour quand même, pour qu'on ne fasse pas de jaloux, si je puis dire, il faut savoir que Santé publique France, l'agence Santé publique France, qui s'appelait l'Institut de veille sanitaire au moment où on a mis en place Constance, a de son côté mis en place 2 cohortes, une cohorte de personnel de la MSA et une de RSI pour faire le pendant à Constance. Mais par contre, ces cohortes sont plus tournées sur les thématiques des risques professionnels. Mais donc, on s'est mis d'accord entre Constance et l'équipe de Santé publique France pour pouvoir recueillir les informations de sorte qu'on puisse comparer l'état de santé des agriculteurs, des personnels de la MSA et du RSI avec les volontaires de la cohorte Constance. Alors, la deuxième question, excuse-moi, c'était… Est-ce qu'il y avait des nouveaux participants? Est-ce qu'il y aura des nouveaux participants à la cohorte? Alors, là aussi, c'est une question, bien évidemment, on y pense. Le souci, c'est qu'on a déjà eu un petit peu des baisses dans nos budgets, et ce qui est la raison pour laquelle on n'a pas pu renouveler tous les contrats des neuropsychologues, et donc on ne peut pas proposer à tous les volontaires qui reviennent dans les centres d'examen de santé un nouveau bilan cognitif. Cela dit, actuellement, on est en train de réaugmenter le nombre de neuropsy pour essayer de proposer un maximum de volontaires, un deuxième ou un troisième bilan. Mais voilà, donc oui, réinclure des jeunes, on y pense. Il y a même certains ministères qui m'ont dit pourquoi, et moi je leur ai dit d'accord, mais uniquement si nous avons des financements ad hoc. Donc c'est pas, voilà, donc je pense que la porte n'est pas fermée et que peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir réinclure des jeunes, parce que vous avez vu qu'on n'a que 12 ou 13% de jeunes voilà, entre 18 et 25 ans, mais que ces jeunes, ils vieillissent comme tout le monde et donc on n'en a plus vraiment. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, on pourra réinclure des jeunes dans Constance.